Mon métier, c'est colporteur de mots. Et un colporteur de mots, il voyage. Et le voyage a une particularité. Quand on voyage, on rencontre des gens. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire, moi je reste chez moi et des gens je rencontre aussi. Hein. Mais quand on voyage, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des gens différents. Et un jour, quand je voyageais, j'ai rencontré quelqu'un. Vous savez, la première fois qu'on rencontre une personne comme ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous savez, ces gens qui nous scotchent, ces gens extraordinaires, fabuleux. Une des personnes qu'on dit, oh, une personne comme ça, dans ma vie, j'en rencontrerai qu'une. Et moi, je la rencontrais. Et là, je me suis dit, ouais, Dan, t'as beaucoup de chance. Parce que justement, peut-être que dans ta vie, tu ne rencontreras qu'une de ces personnes extraordinaires, ces personnes fabuleuses. Et j'ai continué à voyager. Et j'ai rencontré une deuxième personne extraordinaire, une personne fabuleuse. Et là, je me suis dit, Dan, t'as vraiment beaucoup de chance. Hein. Habituellement, on ne rencontre qu'une, et encore, pas tout le monde. Et moi, j'ai rencontré deux personnes extraordinaires. Et j'ai continué à voyager. Et j'en ai rencontré une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Et de plus en plus de personnes extraordinaires, de personnes fabuleuses. Et là, il arrive un moment où j'avais vraiment l'impression de rencontrer plus de gens extraordinaires que les autres. Oh, vous les avez certainement rencontrés, vous aussi. Vous savez, ces gens ordinaires. Et là, je me suis rappelé ce qu'on m'a dit à l'école. Bon, je ne suis pas resté très longtemps, mais on ne dit pas que des bêtises. Hein. Si ces gens sont si extraordinaires, ça voudrait dire qu'ils sont moins nombreux que les autres, les gens ordinaires. Vous savez, depuis ce jour, des gens ordinaires, vous savez, ces gens fabuleux, j'en rencontre de plus en plus. Et un jour, j'ai rencontré un vieil homme. Un vieil homme qui m'a raconté son histoire. Une aventure étrange. Écoutez plutôt. Tout commence un matin comme les autres, apparemment. Ce matin-là, l'homme se réveille de bonne heure, comme tous les matins. Il se lève et déjeune, un bol de chocolat, des céréales et un jus d'orange, comme tous les matins. Se brosse les dents, se regarde dans la glace en faisant sa toilette. Et c'est à ce moment-là qu'il se demande, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Pourquoi l'humain n'est-il pas l'égal des dieux? Pourquoi ne sommes-nous pas dans la communauté des dieux? Pourquoi ne siégeons-nous pas à l'assemblée des dieux? Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Il s'habille et part au travail comme presque tous les matins, et toujours la même question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Devant la porte, il croise Madame Michaud, sa concierge. Elle râle déjà, comme tous les matins. Cette fois, c'est après les chats ou les chiens qu'on dispersait les poubelles pendant la nuit. Bonjour Madame Michaud. Bonjour Monsieur l'homme. Dites-moi Madame Michaud, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Oh, vous en avez des drôles de questions ce matin. Je sais pas moi. Pourquoi ne pas le demander aux dieux? Comme tous les matins, il s'arrête à acheter son journal. Bonjour Monsieur l'homme, votre quotidien habituel? L'homme est songeur. Oui, oui, Monsieur Martin, oui, oui. Dites-moi, Monsieur Martin, pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Vous êtes en forme ce matin, Monsieur l'homme, hein? Sérieux? Pourquoi ne pas le demander aux dieux? Il pose la même question au boulanger, au facteur, à Jacques, son collègue de travail, à Audrey, sa meilleure amie, à tout le monde, à tous ceux qu'il croise. Toujours la même question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Et toujours la même réponse. Pourquoi ne pas le demander aux dieux? Mais bien sûr, pourquoi ne pas le demander aux dieux? Il décide donc de se rendre à la communauté des dieux, de poser la question aux dieux. Le soir même, il démissionne, prépare son sac à dos, règle ses dernières affaires courantes et dès le lendemain matin,
il part en direction de la communauté des dieux. Il a appris qu'elle doit se trouver quelque part au pied de l'Himalaya, sur les hauts plateaux tibétains. Il traverse des océans, des déserts, des forêts, des montagnes. Il voyage pendant très longtemps et arrive enfin à la porte de la communauté des dieux. Devant lui se dresse un grand portail blanc taillé dans la falaise. Une grande inscription couleur or est gravée au-dessus du portail « Communauté des dieux ». Il fait tâter la cloche. Tiling, tiling. Le portier fait son apparition. C'est pourquoi. Puis-je parler à Dieu, s'il vous plaît? Lequel? Vous savez, ils sont nombreux ici. Hein. Je sais pas, moi, Dieu, quoi. Le Dieu des dieux, je sais pas, moi, le big boss, le grand patron, le Dieu. Ah, il suffit de le demander. Et dans la seconde qui suit, Dieu se trouve devant lui. Quand on demande Dieu, il répond tout de suite à ce qu'on dit. Je suis le Dieu président de l'Assemblée des dieux. Je suis le représentant des dieux auprès des humains. Que puis-je faire pour vous? Et l'homme lui pose la question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Dieu regarde l'homme pendant quelques instants. C'est une bonne question. Pourquoi ne pas la poser directement à l'Assemblée des dieux? Juste le temps d'un clignement des yeux et l'homme se retrouve à l'Assemblée des dieux. C'est une grande pièce très éclairée, une sorte de dôme en verre. À travers les murs transparents, l'homme peut voir les étoiles, le cosmos. Il peut aussi voir la Terre. C'est la première fois que l'homme voit la Terre de si haut. Elle est belle vue de là-haut, elle est ronde. Il suffit qu'il regarde un lieu précis pour en voir tous les détails, comme s'il y était. Il se concentre sur sa ville, sur son quartier, sur sa rue. Il aperçoit les enfants qui jouent dans sa rue. Madame Michaud, qui crée après eux, comme d'habitude. Et là, dans le dôme, les dieux, des centaines de dieux, des milliers de dieux sont présents. Il y a des dieux de toutes les races, de toutes les couleurs. Il en reconnaît quelques-uns qu'il a vus dans des livres. Il y a même les dieux des animaux, les dieux des fleurs, les dieux des arbres, tous les dieux. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, s'adresse à l'homme. Vous vous demandez pourquoi les humains ne sont pas des dieux? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous désirez accéder à la communauté des dieux? C'était pas vraiment prévu comme ça. L'homme prend son courage à deux mains. Nous, les humains, maintenant nous sommes capables de faire autant de choses que vous, les dieux. Nous pouvons remplacer les vallées par des lacs immenses et créer des déserts où vous y aviez mis des lacs. Nous savons transformer les forêts en déserts et faire pousser des forêts où il n'y avait aucun arbre avant. Nous pouvons traverser les montagnes en les creusant et même les détruire si c'est nécessaire. Nous savons même faire des tunnels sous les mers. Nous sommes capables de voler. Nous pouvons discuter avec quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous. Nous sommes même capables de créer le jour où vous, les dieux, vous aviez fait la nuit, grâce à l'électricité. Et on ne fait que commencer. Imaginez ce que nous serions capables de faire si nous étions des dieux. L'Assemblée des dieux écoute. Quand l'homme a fini sa plaidoirie, le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, s'adresse de nouveau à l'homme. Et avez-vous trouvé la sagesse? Vous savez, ce qui permet de faire preuve d'un jugement droit, sûr, averti, ce qui permet à une personne de réaliser un mode de vie idéal. Alors l'homme, pensez-vous avoir trouvé la sagesse? L'homme ne répond pas, il baisse les yeux. Il sait que les humains n'ont pas trouvé la sagesse, et il n'ose pas l'avouer au Dieu. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, reprend la parole. La première condition pour accéder à la communauté des dieux et siéger à l'Assemblée des dieux est d'avoir trouvé la sagesse. Mais vous, les humains, vous ne remplissez pas cette condition. Nous ne pouvons vous accorder la carte de membre permanent de la communauté des dieux. Nous avons décidé de vous accorder une chance. À compter de ce jour, vous, les humains,
recevrez chaque matin 86 400 talents pour vous permettre de trouver la sagesse. Vous pourrez en faire ce que vous voulez, mais attention, que vous ayez utilisé ou non les talents du jour, quoi que vous en ayez fait, le soir même, ils disparaîtront. Et le lendemain matin, au réveil, vous recevrez de nouveau 86 400 talents. Et ceci, tous les jours de votre vie d'humain. Revenez dans 50 ans. Et si vous avez trouvé la sagesse, nous reverrons notre décision. L'homme quitte la communauté des dieux et se retrouve sur terre. Il reprend la direction de sa ville, il traverse les mêmes océans, les mêmes déserts, les mêmes forêts, les mêmes montagnes. Il est l'homme, celui qui a parlé aux dieux, celui qui a permis aux humains de posséder les talents, les 86 400 talents quotidiens, celui grâce à qui les humains vont siéger à l'Assemblée des dieux, celui grâce à qui les humains seront acceptés à la communauté des dieux, celui grâce à qui les humains deviendront des dieux. Quand il arrive chez lui, tout le monde est déjà au courant. L'homme a osé. Il est allé voir les dieux et leur a posé la question. Et depuis ce jour, chaque humain possède des milliers de talents. Et il peut en faire ce qu'il veut. Et ça change tout de posséder des talents. Au début, les humains ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Mais ils saisissent très vite que les talents, c'est bien utile. Avec du talent, on en fait des choses. Bien plus vite et beaucoup mieux que sans talent. Au début, les premiers jours, certains humains se mettent à compter les talents qu'ils possèdent. Il y en a bien 86 400. Mais compter ces talents, ça prend du temps. Il faut bien toute la journée pour compter tous ces talents. Beaucoup d'humains utilisent leur premier talent à compter leurs talents. Ils utilisent une partie des talents offerts par les dieux à trouver des moyens pour les compter plus vite, pour les compter sans faire d'erreur. Et le jour suivant, il faut recommencer, car le nombre de talents n'est jamais le même. Tous les matins, ils reçoivent bien les 86 400 talents promis par les dieux, mais dès que la journée commence, le nombre de talents n'est déjà plus le même. Ces humains cherchent des moyens de compter plus vite, plus juste, mais ils ont beau compter plus vite, plus juste, quand ils ont fini de compter tous leurs talents, ils ne trouvent jamais le même nombre. Alors ils recommencent. Certains humains utilisent les talents dans la recherche, dans la médecine, dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans l'armement aussi. Certains les utilisent dans les arts, dans le sport, dans les loisirs. Une très grande majorité des humains trouvent dans les talents le moyen d'être le plus quelque chose, d'être le plus beau, d'être le plus intelligent, d'être le plus riche, d'être le plus fort, d'être le plus, d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus. Partout où les humains se servent des talents pour évoluer, les progrès se font sentir d'une façon impressionnante. Tout ce qui peut servir un humain à être le plus ou plus quelque chose est une bonne raison d'utiliser des talents, à n'importe quel prix, sans se soucier des conséquences pour la Terre. Très peu d'humains choisissent de trouver la sagesse avec les talents que leur ont offerts les dieux. D'ailleurs, cela, on n'en entend pas beaucoup parler. La très grande majorité des humains oublient pourquoi les dieux leur ont offert des talents. « 50 ans après sa première rencontre avec les dieux, l'homme, devenu le représentant des humains auprès des dieux, reprend la route de la communauté des dieux. Bon, cette fois-ci, l'homme prend l'avion. Oui. Le dernier modèle construit grâce aux talents offerts par les dieux. Le plus gros, le plus rapide, le plus silencieux, mais aussi le plus polluant. L'homme se retrouve dans le même dôme que 50 ans plus tôt.
devant l'assemblée des dieux. Il voit la terre d'en haut pour la deuxième fois. Cette fois, l'homme en est sûr. Les humains vont siéger à l'assemblée des dieux. Ils sont vraiment devenus les égaux des dieux. Peut-être même meilleurs. Le Dieu, président de l'assemblée des dieux, regarde l'homme. Alors l'homme, avez-vous trouvé la sagesse? L'homme regarde les dieux avec fierté. Il les dévisage un par un petit sourire au coin des lèvres. Il va les surprendre. L'homme sait que les dieux ne vont pas en revenir. Les humains sont devenus plus forts, plus intelligents que les dieux, plus puissants que leur créateur. Les disciples ont dépassé les maîtres. Les humains sont devenus des maîtres. Les meilleurs maîtres ne sont-ils pas ceux qui créent le plus de maîtres? Ah oui, que les dieux vont être fiers de ce que sont devenus les humains. Avez-vous trouvé la sagesse? Lui demande une deuxième fois le Dieu président de l'assemblée des dieux. L'homme les regarde de nouveau. Il les dévisage un par un petit sourire au coin des lèvres. Il ferme les yeux, lance un large sourire et commence. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la part des humains pour les magnifiques cadeaux que vous nous avez offerts. Grâce au talent, la vie des humains s'est considérablement améliorée. Nous avons su en tirer profit. Maintenant, nous sommes vraiment devenus vos égaux. Et il ne fait plus aucun doute que notre place est bien à l'assemblée des dieux. Maintenant, nous savons faire tout ce que savent faire les dieux. Nous savons faire aussi bien que vous, les dieux, peut-être même mieux que vous. Nous savons construire des maisons qui grimpent jusqu'au ciel. Voler comme les oiseaux, beaucoup plus vite que les oiseaux, plus vite que le son. De nous déplacer à plusieurs centaines de kilomètres/heure, de voyager dans l'espace, d'aller sur d'autres planètes. Car on a déjà commencé par la Lune. Nous sommes capables non seulement de discuter avec quelqu'un qui se trouve à des kilomètres de nous, mais maintenant également de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, en direct. De faire rougir des tomates sans qu'elles ne voient jamais le soleil. Faire pousser du blé dans le désert. On a même réussi à faire manger de la viande à des animaux herbivores. Nous avons réussi à fissurer la plus petite particule, l'atome, pour faire de l'électricité. Pardon, les déchets, il n'y a pas de problème. On les enfouit à quelques centaines de mètres sous terre. Il n'y a aucun danger. On arrive même à faire des enfants sans relation sexuelle. Bientôt, nous serons capables de choisir le sexe de notre futur enfant. Et pourquoi pas la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau. Choisir l'enfant qu'on désire, quoi. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des centaines. Et ce n'est qu'un début. On a plein d'idées. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, regarde l'homme et avez-vous trouvé la sagesse? Comment dire ça? Pas encore, c'est vrai. Mais on a trouvé mieux que ça. On a découvert le moyen de se reproduire à l'infini à partir d'une simple cellule du corps. On a appelé ça le clonage. Qu'un seul humain devienne un dieu, devienne un sage. Il nous suffit d'en faire des clones. Et ça, vous, les dieux, vous n'y avez même pas pensé. Ça suffit, assez. Ce n'est pas un hurlement, pas un cri de colère, mais une vibration. Une vibration puissante comme seul un Dieu est capable de le faire. Une vibration comme le bruit d'une basse sortant des enceintes pendant un concert, multiplié par Dieu.
Une vibration qui se prolonge, qui dure, qui dure. C'est le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. L'homme sent son corps vibrer, trembler, trembler. Il voit la terre vibrer en même temps que son corps, puis il voit la terre trembler en même temps que son corps. Mais pas un petit tremblement de terre sur un tout petit coin de terre, un vrai tremblement de terre. Toute la terre tremble. Il voit des barrages se fissurer comme des châteaux de sable et des millions de litres d'eau s'abattre sur des villes. Il voit la mer s'agiter, se secouer de plus en plus fort, comme l'eau dans une bassine qu'on essaierait de transporter. Des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut engloutir des villes entières. Il voit des centrales nucléaires s'enfoncer dans le sol et imploser. Des nuages de poussière et de cendres chaudes s'élever dans le ciel et retomber sur des kilomètres. Des explosions d'une puissance qu'il n'aurait jamais pu imaginer en plein milieu des déserts. Sans doute des caches d'armes secrètes. Il voit des volcans surgir et exploser sur tous les continents, la lave anéantissant tout sur son passage. Il voit la terre se fissurer comme un fruit trop mûr qu'on presserait un peu trop fort entre le pouce et l'index. Et il voit la terre exploser dans un fracas à lui faire crever les tympans. Instinctivement, il s'accroupit, se recroqueville, ferme les yeux, se protège la tête pour ne pas recevoir les débris de terre. Et c'est le silence. Mais un vrai silence. Un silence plus silencieux que le silence d'un flocon de neige se posant sur une feuille. Un silence angoissant. Plus jamais il n'entendra le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau se fracassant au pied des cascades, le clapotis du torrent, le flux et le reflux des vagues sur la plage l'été pendant ses vacances en Bretagne. Plus jamais il n'entendra la symphonie du vent, la mélodie de feuilles de tremble quand la bise les faisait danser. Plus jamais il n'entendra les chants des oiseaux, le sifflement du rossignol, ni même le cri du corbeau qui lui faisait si peur quand il était enfant. Plus jamais il n'entendra les chants des enfants qui jouaient dans sa rue, ni même Madame Michaud. Elle râlait toute la journée, mais il aurait bien aimé l'entendre encore râler, Madame Michaud. Il l'aimait bien quand même, Madame Michaud. Plus jamais il ne la reverra, la terre, sa terre. Il se relève pour regarder la terre une dernière fois, comme s'il pouvait la revoir une dernière fois. Et elle est là. La terre est toujours là. Il la regarde, il ne peut la quitter des yeux. Elle l'hypnotise. L'homme, c'est le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. Mais l'homme ne l'entend pas. Il regarde la terre, sa terre. Elle est là. Il a envie de l'embrasser, de l'enlacer, de la protéger comme quelqu'un qu'on aime. Il l'aime. Maintenant, il le sait. L'homme. Ce que tu viens de voir, c'est ce qui pourrait arriver si les humains devenaient des dieux sans avoir trouvé la sagesse. Nous, l'Assemblée des dieux, avons décidé de vous donner une autre chance. Nous savons que vous n'êtes pas mauvais, que vous êtes seulement ignorant. Nous allons vous accorder une seconde chance. Plutôt que de vous donner 86 400 talents tous les matins, nous allons vous les offrir un par un. De l'instant de sa naissance au moment de sa mort, chaque humain recevra des talents. Et cette fois, il les recevra les uns après les autres. Mais attention, dès que vous utiliserez un talent, le précédent disparaîtra, quoi que vous en ayez fait. Et pour vous souvenir que c'est votre seconde chance pour trouver la sagesse, vous appellerez chaque talent la seconde. Pour ne pas oublier que ce talent, cette seconde,
est un cadeau de l'Assemblée des dieux pour vous permettre de trouver la sagesse. Chaque seconde, au moment où vous l'utiliserez, vous l'appellerez le présent. Et c'est depuis ce jour que chaque humain, de l'instant de sa naissance à celui de sa mort, possède tous les talents nécessaires pour trouver la sagesse et siéger à l'Assemblée des dieux. Depuis ce jour, l'homme parcourt la terre pour raconter son histoire à ceux qu'il rencontre. Avant de partir, le vieil homme, vous vous souvenez de ce vieil homme que j'ai rencontré? L'homme me dit: quand tu rencontreras des humains, raconte-leur mon histoire. Peut-être qu'ils comprendront. Dis-leur bien que ce talent, la seconde, le présent offert par les dieux pour nous permettre de trouver la sagesse, c'est notre seconde chance. Ses yeux brillaient. Une larme commençait à couler sur sa joue. Avant de partir, il ajouta: n'oublie pas de leur dire que la seconde, ce cadeau des dieux pour nous permettre de trouver la sagesse, le présent, notre seconde chance, n'oublie surtout pas de leur dire que c'est peut-être la dernière. Merci. Merci. Ce conte, comme tous les contes que j'écris ou toutes les histoires que j'ai écrites, tous les livres qui sont édités ou qui ne sont pas édités encore, racontent une partie de mon histoire. Il y a quelques années, ça fait 20 ans que j'ai tout quitté, j'étais dans le monde des affaires, j'ai eu beaucoup d'entreprises, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans et j'ai fini avec un produit qui a gagné le concours Lépine à Paris. J'ai vraiment une entreprise qui se développait beaucoup, j'ai pété un câble et un jour j'ai tout plaqué et j'ai pris mon sac à dos, puis je suis allé à la recherche des dieux et je les ai trouvés. Ils sont sur terre, c'est la forme humaine. Et quand j'étais dans le monde des affaires, quand j'avais une de mes entreprises, je travaillais avec beaucoup d'entreprises américaines et j'allais à des séminaires. Et la première partie du conte vient d'un de ces séminaires. Dans un séminaire sur le fonctionnement très, très capitaliste, quelqu'un a fait la première partie avec 86 400. Qui sait ce à quoi correspond ces 86 400 talents par 24 heures? C'est le nombre de secondes qu'on a dans 24 heures. Et ils avaient fait le même rapport avec 86 400 francs. À l'époque, c'était des francs. Vous recevez tous les matins 86 400 francs, vous ne pouvez ni en donner, ni en mettre de côté. Et ce que vous n'avez pas dépensé disparaît le soir. Et le lendemain matin, vous recevez 86 400 francs. J'ai trouvé la métaphore, même à l'époque, très, très géniale. Je trouvais l'idée importante. Mais il y avait quelque chose qui aujourd'hui m'a permis d'avoir un autre regard et d'écrire ce conte-là, parce que cette métaphore était faite pour nous dire que le temps, c'est de l'argent. Et que si vous ne voulez pas perdre de temps, perdre d'argent, ne perdez pas de temps. Comme quoi qu'on ait fait dans sa vie, quelle que soit son histoire, au lieu de la mettre dans un coin en disant « faut que j'oublie ça, c'est pas moi, parce que c'était avant », c'est peut-être une meilleure idée de s'en servir pour se construire aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous expliquer dans la première partie tout à l'heure. Ce conte parle du présent. Le présent,
souvent on le présente sous deux formes. On dit qu'est-ce que c'est que le présent? Le présent, c'est le seul moment de sa vie où on peut modifier quelque chose, ce qui est une vérité. Ça, on l'entend souvent parler. C'est le premier instant du reste de notre vie. Il y a même un film qui a été fait là-dessus. Mais il y a deux choses qu'on dit beaucoup moins, parce qu'on n'aime pas parler de ces choses-là. C'est l'instant présent, c'est potentiellement le dernier instant de notre vie. On va mourir à un instant présent, il n'y a pas de sélection par l'âge, ça peut être tout de suite, je peux m'effondrer, paf, et mourir. Ça peut arriver à tout le monde. Non seulement à moi, mais à tous les gens que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Mais également, le présent, c'est un souvenir en puissance. Chaque souvenir qu'on a été un présent de notre vie. Chaque présent qu'on vit sera un souvenir pour plus tard. Et la première chose qui revient dans un souvenir, parfois sans savoir quel est ce souvenir, c'est l'émotion liée à ce souvenir. Une majorité des émotions qu'on vit ne sont pas des émotions du présent, sont des émotions du passé. La peur, par exemple, je ne parle pas de quelque chose qui nous surprend, la peur de la nuit, la peur de différentes choses, sont des émotions du passé. Au présent, il n'y a pas de peur, parce qu'on ne sait pas. C'est l'expérience qui nous fait ça, qui nous dit ça. Et comme je disais, si le présent qu'on vit est un souvenir en puissance, si on veut avoir des bons souvenirs, il suffit simplement de vivre des bons présents. Pas facile, hein? Mais c'est simple. Quand j'ai tout quitté en 97, j'ai attrapé une maladie. Moi, je l'avais déjà avant depuis longtemps, parce que c'est une maladie liée au stress et liée à, un petit peu aujourd'hui, on parle de burn-out. Pour ceux qui sont en médical, j'ai attrapé, ça ne s'attrape pas, j'ai une rectocolite hémorragique, une maladie de Crohn, un petit peu, si vous savez ce que peut-être on entend plus parler. J'ai passé 2 ans et demi dans un centre pour handicapés entre 1999 et 2001. Et à l'époque, les médecins m'ont dit, il te reste quelques mois à vivre, qu'ils voulaient que je mette une poche. Et j'ai refusé la poche parce qu'à 40 ans, je trouvais que ça ne faisait pas très sexy. Ah ouais, il y a des raisons, hein, des fois. Moi, c'était celle-là d'abord. J'imaginais la scène, je dis voilà, ça va pas le faire là. Et donc j'ai refusé la poche, ils m'ont dit ouais, il te reste quelques mois à vivre si tu ne prends pas la poche. Ouais, mais ils n'ont pas dit le nombre de mois. Ça fait 17 ans, effectivement, ça fait quelques mois. Et quand ils m'ont dit ça, à l'époque, jusqu'en 97, moi quand j'étais jeune, j'ai touché la drogue très très tôt. Je joue quelqu'un, des jeunes, j'ai commencé les joints et l'alcool à 12 ans et les drogues dures, donc j'ai commencé par le LSD. Commencé fort, j'avais 14 ans la première fois et j'ai fini en psychiatrie à 20 ans. J'ai continué l'alcool, qui est la drogue dure, la plus dure à arrêter à mes yeux. Et je l'ai arrêté donc à 37 ans. Et à l'époque, je n'avais pas une notion jusqu'en 2001 où j'ai commencé à réfléchir sur mon histoire. Je n'avais pas une vie qui était ce que j'avais envie qu'elle soit. Une fois que je me posais, même tout seul dans mon coin, en disant la vie, c'est peut-être pas ça, se foutre la tête en l'air tous les soirs. Et donc, quand ils m'ont dit, il te reste quelques mois à vivre, j'avais déjà arrêté l'alcool depuis 1 an ou 2 déjà, et je me suis dit, bon, s'il me reste pas longtemps, autant être mon ami. Je suis quand même celui avec qui je vis le plus, c'est quand même plus facile de vivre avec son ami à côté 24 heures sur 24 qu'avec son ennemi. Et j'ai commencé à chercher comment. Alors j'ai un petit peu lu des livres qui m'ont permis de prendre conscience, vu des films. Je me souviens la première fois que j'ai vu la Belle Verte. Et après je suis allé sur un festival, je ne sais pas si vous entendez parler, le rêve de l'aborigène. La première fois que je suis allé sur ce festival, j'ai ouvert des yeux comme ça, je fais waouh, ça existe en vrai. Tellement c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Ouais, avant j'étais baba cool, mais j'étais défoncé tout le temps quand j'étais jeune, donc c'est pas du tout la même vision.
Et là, j'ai cherché comment je pouvais faire. Comment je pouvais faire pour être bien avec moi le plus souvent possible. Parce qu'en fait, ce qu'on a envie, c'est d'être heureux et qu'on nous foute la paix, quoi, en gros. Hein. Alors, en tout cas, moi, c'était mon avis principal. Et puis, en 2003, j'ai rencontré une femme. On a passé de très très bons moments ensemble, mais pas très longtemps, parce qu'elle est morte 6 mois après. Mais comme je l'explique même aux enfants, la séparation n'est pas quelque chose de mal, et quelque chose qui peut nous rendre tristes. Mais j'ai pris conscience bien plus tard que sans séparation, il n'y a pas de nouvelle rencontre. De toute façon, on passe sa vie à rencontrer des gens et à s'en séparer. La vie ou la mort nous sépare un jour. Pas facile à accepter parce que dans une société où on nous dit c'est pas bien, ça fait mal. Donc, quand j'ai rencontré Sandrine, elle m'a parlé d'une forme de méditation qui s'appelle Vipassana. Et donc, tout de suite après sa mort, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à une retraite de Vipassana. Et j'y suis allé régulièrement pendant des années. Et à la sortie d'une retraite, j'ai écrit un conte. Un conte que je fais dans les écoles, de la maternelle jusqu'aux adultes que je fais. C'est le conte que je fais absolument partout, qui permet justement comment dire ça? En fait, j'ai compris ce conte après l'avoir moi-même écouté plusieurs fois. Je ne sais pas si vous comprenez parfois cette impression, et j'ai eu l'impression pour beaucoup de mes contes, de les découvrir, pas en les ayant lus après, mais en me réécoutant moi. Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce conte, mais quelques mois après. Ce conte, c'est La petite étoile qui a peur de la nuit. Il y a le livre illustré là, qui est sorti au mois de novembre, juste avant les fêtes. C'est le dernier conte qui a été publié. Et si vous voulez, je vais le partager avec vous. Un jour, une petite étoile brille. Ou plutôt, elle ne brille pas. Justement parce qu'elle est en plein jour. Elle ne peut pas lutter, ne peut pas se comparer à la lumière du soleil qui est éclatant. Et la petite étoile est triste. Parce qu'il y a bien longtemps, peut-être quelques siècles, peut-être quelques années, peut-être quelques jours, peut-être quelques minutes ou peut-être quelques secondes. Enfin, ça n'a pas d'importance, parce que le temps n'existe pas au pays des étoiles. Il y a bien longtemps, donc, elle a rencontré une autre étoile qui s'appelle l'étoile du berger. Et l'étoile du berger lui a expliqué que le rôle d'une étoile, c'est d'aider les gens à trouver leur chemin. Et la petite étoile est triste car elle a tant à donner aux autres et personne ne fait attention à elle. D'ailleurs, personne ne la voit. Elle est invisible dans la lumière du jour. Et la petite étoile est très triste car elle ne peut pas aider les gens à trouver leur chemin. Elle décide d'aller voir une vieille étoile pleine de sagesse et de lui expliquer pourquoi elle est si triste. Je ne peux aider personne à trouver son chemin, personne ne me voit. Qu'est-ce que je dois faire, lui demande-t-elle. La vieille étoile sage la regarde en souriant. Si tu veux vraiment aider les gens à trouver leur chemin, il existe peut-être une solution. Pourquoi ne pas aller dans la pénombre, dans la nuit? Mais la petite étoile n'a jamais quitté le jour, elle ne connaît pas la nuit. D'ailleurs, c'est bien la première fois qu'elle entend parler de cette nuit. C'est quoi la nuit, demande-t-elle. La vieille étoile sage lui indique une direction, elle lui dit va par là. Et quand tu la rencontreras, tu la reconnaîtras. Et je la reconnaîtrai comment? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Tu la reconnaîtras justement parce que tu ne la connais pas. Allez, va. Et la petite étoile part dans la direction qu'a indiquée la vieille étoile sage. Elle voyage pendant très longtemps, pendant des siècles, pendant des années. Enfin, je ne sais pas exactement. Et oui, souviens-toi, le temps n'existe pas au pays des étoiles. Enfin, au loin, elle aperçoit quelque chose. Elle se dit, ce doit être ça la nuit.
Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Elle ne peut pas le comparer à quelque chose qu'elle connaît déjà. Ça ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît déjà. Ce doit être ça la nuit, se dit-elle de nouveau. La vieille étoile sage lui avait dit qu'elle la reconnaîtrait, justement parce qu'elle ne la connaît pas. Et la vieille étoile sage, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. La petite étoile s'approche et arrive au bord de la nuit. C'est bizarre. Elle ne voit rien. Elle n'a jamais rencontré une chose pareille. Et elle commence à avoir peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Elle repense à la vieille étoile sage. Elle veut vraiment aider les gens. Alors elle pénètre dans la nuit. Oh, elle a très peur. Mais si la vieille étoile sage lui a dit d'entrer dans la nuit, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. Plus elle avance, plus elle a peur. Mais elle avance toujours. Il arrive un moment où sa peur est si forte qu'elle s'enfuit le plus vite possible vers le jour. Vous les connaissez, ces étoiles qui ont peur de la nuit? Bien sûr, les étoiles filantes. Et notre petite étoile se retrouve dans le jour. Oh, elle n'a plus peur, bien sûr, mais de nouveau, elle devient triste, mais pas pour la même raison. Elle est triste car elle ne peut pas aider les gens simplement parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle a peur de la nuit. Et elle redevient de plus en plus triste. Elle retourne voir la vieille étoile sage pour lui demander conseil à nouveau. Je ne peux pas aider les gens simplement parce que j'ai peur de la nuit. C'est idiot. La vieille étoile sage la regarde en souriant. Pour ne plus avoir peur de la nuit, il existe peut-être une solution. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? La petite étoile se dit, mais c'est pas idiot ça, et elle repart en direction de la nuit confiante. Je ne sais pas combien de temps elle voyage, le temps n'existe toujours pas au pays des étoiles, mais quand elle arrive au bord de la nuit, elle est toujours confiante, elle n'a plus aucune raison d'avoir peur. Maintenant, elle connaît la nuit, du moins, elle sait à quoi elle ressemble. Alors elle pénètre dans la nuit. Dire qu'elle est rassurée, c'est beaucoup dire, mais elle n'a pas aussi peur que la première fois. Quand elle arrive à l'endroit d'où elle a fui la première fois, la peur la reprend. Jusqu'ici, elle connaissait. Mais maintenant, c'est de nouveau l'inconnu. Et elle recommence à avoir très peur. Elle a l'idée de s'enfuir comme la première fois, mais elle se rappelle les paroles de la vieille étoile sage. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? Alors, elle s'arrête là où elle se trouve, s'assoit, ferme les yeux et attend. Personne ne sait combien de temps elle est restée comme ça. Heureusement que le temps n'existe pas au pays des étoiles. Hein. Au fond d'elle, très loin, une petite lueur se met à briller doucement. Oh, une toute petite lueur minuscule et très très loin. Et cela la rend heureuse. Plus elle est heureuse, plus la lueur grandit. Plus la lueur grandit, plus elle est heureuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais la lueur devient de plus en plus forte, grandit de plus en plus vite, et la petite étoile est de plus en plus heureuse. Cette lueur devient très vite une lumière puissante qui la rend encore plus heureuse. Et cette lumière devient si puissante que la petite étoile doit ouvrir les yeux. Et là, elle regarde autour d'elle, devant, à droite, à gauche, derrière, au-dessus, et même en dessous. Elle éclaire son environnement. Elle peut aider les gens à trouver leur chemin. Elle repense à la vieille étoile sage. La vieille étoile sage a raison. Il suffit que je me mette à briller pour que la pénombre n'existe plus. On m'a dit qu'elle brille toujours et qu'elle est de plus en plus heureuse.
si parfois tu as peur, ou si tu as l'impression de ne plus pouvoir aider les autres, essaie, assis-toi, ferme les yeux, observe au fond de toi. Et qui sait, peut-être qu'une petite lueur, mais ça c'est une autre histoire. Ça, c'est ton histoire. Merci. Quand j'ai écrit ce conte, quand j'ai pris la conscience de ce conte, de tout ce qu'il y avait derrière, je me suis dit qu'il était possible de modifier le présent, donc de modifier le futur, et de modifier les émotions qui revenaient de mon passé. Puisque le moment présent, c'est le seul moment où je peux faire tout ça. Au début, quand j'ai commencé à faire mes premières conférences, je disais l'important c'est le présent. L'important, tout le monde entend parler, l'important c'est ce que je vis, c'est le moment le plus important de ma vie, c'est cet instant-là. C'est ce que je vis. Et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ce que j'ai appelé faire la vigilance, je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fonctionné après, donc depuis maintenant 2001, 2002, j'ai pris conscience d'une chose qui est complètement différente. Ce que je vis à cet instant présent n'a absolument aucune importance. C'est une situation. La situation, j'ai contrôle dessus ou je ne l'ai pas. Une situation que je maîtrise, d'autres que je ne maîtrise pas. Par contre, ce qui est important, c'est l'émotion que je ressens à cet instant présent. Tout découle de cette émotion et pas de l'événement. L'événement n'a aucune autre émotion que celle que moi je pose dessus. Il pleut, il y a des gens qui vont dire « ouais, merde, fait chier, il pleut ». Et puis il pleut, et au même moment il y a des gens qui vont dire « ouais, super, il pleut ». Et puis il pleut à un autre moment, puis celui qui a dit « merde, fait chier, il pleut », il va dire « ouais, super, il pleut ». Mon jardin il va être arrosé. L'événement, quel qu'il soit, n'a absolument aucune émotion. La seule chose sur laquelle j'ai un contrôle, c'est l'émotion que je vis à cet instant présent. Vous allez me dire, bah non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais ça prend du temps. Parfois, pour certaines émotions, ça prend du temps. Qu'il me reste une seconde à vivre ou qu'il me reste encore 50 ans à vivre, de toute façon, dans tous les cas, j'ai le temps. L'émotion que je vis à cet instant présent va modifier complètement mon futur. Quelle que soit la situation qu'on vit, si je vis une situation, non, je pense à la panne de voiture que j'ai eue ce week-end, pendant tout le week-end où j'étais bloqué sous la pluie dans ma voiture par exemple. Il y a des situations qu'on vit comme ça et on a des mauvaises émotions. Ça nous fout les boules, ça va, c'est gentil, ou un petit peu de frustration, mais parfois ça peut aller jusqu'à la colère. Si exactement sur la même situation, je le vis avec, à la limite, ça va bien, ou de la joie, voire du bonheur, tout ce qui va en découler, tous les événements, toutes les conséquences de cet instant présent sont liées à l'émotion que je vis. Si face à vous, vous avez quelqu'un qui vous, bon, je sais pas, qui est dans une discussion ou une situation et que ça vous met en colère, et que vous allez physiquement développer cette colère, tout ce qui va se passer après n'a rien à voir avec la même situation si vous le prenez avec le sourire. Vous avez remarqué que c'est comme ça que ça se passe dans la vie en général, que ce soit en couple ou avec des amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas. En couple, c'est encore plus flagrant.
Et il y a une façon de modifier l'émotion du présent. En tout cas, une façon où moi j'ai fonctionné depuis 20 ans. Il y a 20 ans, je partais en live immédiatement. Quand j'étais jeune, ado, j'ai vécu dans la rue, très jeune. J'en avais 16, j'en paraissais 14. J'ai vécu des choses qui étaient pas faciles à vivre sur le moment. Aujourd'hui, je peux les regarder droit dans les yeux parce que l'émotion qui revenait de ces histoires-là, aujourd'hui, c'est des émotions qui sont justes, sereines. Donc je peux m'en servir, comme j'expliquais tout à l'heure avec le conte que j'ai fait. Il y a des situations qui ont été beaucoup plus dures. Alors je me suis dit, comment je peux faire pour modifier, ne serait-ce que commencer à modifier l'émotion. Alors j'ai appelé ça la vigilance. La vigilance, c'est quelque chose qui vient, sur lequel on va poser notre vigilance, qu'on va poser simplement, c'est pas un travail. La différence, moi je travaille plus sur moi, il y a longtemps, déjà le mot travail, ça me fait... Non, déjà, le travail, il y a longtemps que j'ai arrêté. Alors travailler sur moi, on va me demander de faire quelque chose. Vous savez ce que c'est l'origine du travail, c'est une torture. Dur, Mais le travail, pour avoir un présent qui nous convient, déjà le travail par définition, il n'est pas au présent. Pourquoi? Parce que dans sa propre définition, le travail demande un résultat. Donc on est déjà dans le futur. Bon, pour moi, c'est 2 bonnes raisons de ne plus travailler de ma vie. J'œuvre sur moi. Je change le mot, je change l'émotion. La vigilance, c'est simplement qu'à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on a fait ou qu'on fait qui ne correspond pas à ce qui nous paraît juste, à ce qu'on aimerait, on le modifie déjà par la pensée. Habituellement, moi j'ai fonctionné pendant longtemps comme ça, quand je m'apercevais qu'il y avait quelque chose que je n'aimais pas du tout, que j'avais fait, je disais « Oh merde, putain, t'es con, putain, t'as pas assuré !» Et ça, c'était quand j'étais gentil avec moi. Parce que des fois, on se traite un peu de tous les noms. Et là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Il faut que je pose mon attention sur une chose comme j'aimerais le faire. Donc, je vais regarder mon histoire et je vais regarder qu'est-ce que je dois changer chez moi. Bon, ça faisait quand même 40 ans pratiquement que je construisais un ennemi bien solide. Et j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je ne me plaît pas chez moi? Ah ouais, quand même. Et là, je ne sais pas si vous êtes dit ça un jour, je commence par où? J'ai commencé par une seule chose à la fois. C'est-à-dire, quand on a une pensée qui nous revient du style, on peut être en train de discuter, puis d'un seul coup on s'aperçoit, la pensée vient toute seule, on n'y a pas demandé. Oh, j'ai zappé ça, oh, j'ai pas assuré, oh, putain, merde, fais chier. Ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Moi, c'était régulier. Ça, c'est la première étape, et puis on s'arrête là. Mauvaise émotion. On n'est pas bien derrière. L'étape suivante, c'est la prochaine fois. Je vais le faire comme ça. Je pose ma vigilance en disant, là, j'ai pas assuré. La prochaine fois, je vais modifier ça. Et là, l'étape d'après, qui vient avec plus ou moins de temps, c'est que la première partie, j'ai pas assuré ou je suis le pire des connards, ça passe direct, dès que la pensée arrive, ah ouais, la prochaine fois, je fais comme ça. Par la vigilance, par rapport à un travail, très souvent, on entend ça, je travaille sur moi, surtout dans le développement personnel. Un travail, c'est linéaire. On passe une étape 1, étape 2, étape 3. Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai écouté des conférences sur le développement personnel, sur le travail sur soi, et c'est très souvent linéaire. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez, pour modifier l'émotion du présent, vous pouvez le faire sur trois choses qu'on fait régulièrement, tout le temps,
en permanence, mais inconsciemment. Pour modifier une émotion, on modifie ou un mot, ou une pensée, ou une action. Et on le fait en permanence. Entre le moment où on a une mauvaise émotion et dans un temps plus loin où on a une bonne émotion, il s'est passé quelque chose. On a automatiquement modifié l'une de ces trois. La parole, l'action ou la pensée. Le faire en permanence, ça sera un travail d'y prendre conscience et y prêter attention. Ça sera un travail parce que ça serait pénible. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, il y a un petit peu partout qui vient. De prendre une seule chose. Je prends une chose chez moi que j'aime pas. Et à chaque fois que je prends conscience que je le fais, je me dis la prochaine fois, fais-le comme ça. Ça peut durer longtemps. Il y a la personne que je suis. La personne que je suis est celle que j'aimerais être. Celle que j'aimerais être, c'est la personne que je suis, moins ce que j'aime pas chez moi. Et d'accord, si je modifie ce que j'aime pas chez moi ou quelque chose que j'aime, dans l'absolu, je vais devenir la personne que j'aimerais être. D'accord avec moi? Le jour où je suis la personne que j'aimerais, je suis la personne que je suis. Et il y a encore des choses que j'aime pas chez moi. Si je modifie ce que j'aime pas chez moi, quelque chose que j'aime, je vais devenir la personne que j'aimerais être. Et le jour où je suis la personne que j'aimerais être, je deviens la personne que je suis. Et toute sa vie, dans les paroles, les actions ou les pensées, il y a toujours quelque chose qu'on fait, qu'on dit ou qu'on pense, qui ne nous plaît pas vraiment. Plutôt que de porter la vigilance sur tout, on n'arrêterait pas de toute la journée, moi j'ai commencé par poser mon attention sur une seule chose à la fois. J'ai été longtemps dans le sud-est, et bon, je n'étais pas du côté de Narbonne, mais j'ai passé quelques temps à Narbonne, et moi je dis Narbonne parce que j'ai rien contre Narbonne, mais ça me fait penser à des souvenirs que j'ai vécus là-bas. Narbonne, ils disent majuscule, tu vas bien? Point d'interrogation. Majuscule, moi ça va, point. Vous n'avez pas remarqué? Non, ils disent pas comme ça, ils disent oh putain, tu vas bien, con? Oh putain, moi ça va, con. Et moi, comme j'ai vécu longtemps par là-bas, dans le sud des Hautes-Alpes, le mot putain, je l'employais à chaque début ou fin de phrase. Oh putain, je le dis encore aujourd'hui. Hein. Mais là, c'était vraiment, vraiment flagrant. Je m'en apercevais pas, en fait. Jusqu'au jour où quelqu'un me l'a fait remarquer. Il y en a qui se rappellent des choses. Hein. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais poser mon attention, ma vigilance là-dessus. À chaque fois que je vais dire le mot putain, que j'en prends conscience, ou que je l'ai dit avant, je vais dire la prochaine fois, évite de dire ça. Il n'y a pas de mot qui remplace, simplement évite de dire ça. Pour schématiser les choses, il va se passer quelque chose comme ça. Par exemple, il y a 8 jours, j'ai dit ça, j'ai fait ça, je vais prendre l'exemple. Je ne vais pas dire putain de chaque phrase, donc je vais prendre n'importe quel autre exemple, je vais laisser choisir le vôtre. Il y a 8 jours, je m'aperçois que j'ai ça, oh là, j'ai pas assuré. La prochaine fois, fais-le comme ça. Et ça, à chaque fois qu'on va prendre conscience, on va dire la prochaine fois, fais-le plutôt de cette façon-là. Ce qui va se passer, c'est que le temps où on va prendre conscience va se rapprocher de plus en plus. Pour schématiser, de 8 jours, ça va passer à 3 jours, 2 jours, 1 jour, le jour même. Jusqu'au moment, je ne sais pas si vous est déjà arrivé, de prendre conscience que je ne veux pas dire quelque chose au moment où je le dis, mais je le dis quand même. Ça vous est arrivé ce genre de choses? Bon, bah tant pis, c'est dit. J'aurais trouvé un meilleur mot, mais... Et puis il arrive un moment où, au moment où on le dit, on prend conscience qu'on ne veut pas le dire et on ne le dit pas. Et là, on fait « Waouh ! Super !» On est super fiers de soi. Et là, on pose la vigilance. Et c'est là où ça devient dangereux parce qu'on n'y pose plus d'attention. On continue la vigilance. Parce qu'il y a des moments où ça va ressortir. Et il y a un moment où ce mot-là va être remplacé par un autre. Que ça soit un mot, une action ou une pensée, la seule chose qui, moi, m'importe aujourd'hui, c'est qu'elle me paraisse juste. Le plus juste possible. Par exemple, quand je fais des conférences comme ça,
je ne fais rien pour que les gens comprennent. Je ne le fais pas pour ça. C'est une conséquence. Je le fais pour expliquer. En faisant en sorte d'avoir le mot le plus juste que je peux trouver. Si moi j'ai le mot juste, la compréhension va être au plus près de ce que je vais dire. Je vais vous donner un exemple si vous voulez faire cet exercice. Fermez les yeux. Je dis maison, stop. Première maison qui vous vient à l'esprit. C'est fini. Maintenant, vous refermez les yeux. Je dis chalet, stop. Pour qui c'était la même maison? C'était pas le même. En disant chalet, ça se rapproche au plus près de ce que moi je vais dire. Je ne peux pas être plus juste. Donc votre compréhension, elle est au plus proche de mon explication parce que le mot que j'emploie est le mot le plus juste que je connaisse. Vous voyez, on peut changer un mot par un autre. Ça marche pour les pensées. Moi, là, quand j'étais alcoolique ou même avant, jusqu'à il y a encore quelques temps aussi après, parce que ça met du temps à disparaître, j'étais quelqu'un qui partait au quart de tour. Ah, bah aujourd'hui, je peux être passionné dans mes discussions encore aujourd'hui. Mais à l'époque, je pouvais partir en colère. La différence entre, pour moi, très énervé et en colère, c'est qu'en colère, je ne contrôle plus rien, je peux dire des choses que je n'ai pas envie de dire ou faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Parce que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti l'émotion de colère. Je ne pourrais pas dire quand c'était. J'ai été très énervé des fois, mais j'ai toujours contrôlé, depuis très longtemps, je contrôle. Que ce soit les pensées, et donc les paroles et les actions. Simplement par cette vigilance. À chaque fois que j'étais en colère, que je prenais conscience que j'avais été en colère, je fais, bon, la prochaine fois, ça ne sert à rien, au contraire. Plus tu es en colère, moins tu vas y arriver. Moins la situation risque de s'arranger. Changer un mot, on change l'émotion. Changer une pensée, une action, on change l'émotion de l'instant présent. Mais ça va beaucoup plus loin après. J'ai discuté avec pas mal de personnes ici et je reprends les gens, mais bon, ça devient un jeu. Par exemple, je ne dis pas je travaille sur moi, je dis j'œuvre sur ma vie. Le mot travail, comme je disais tout à l'heure, provoque une émotion inconsciente, c'est dur. Une œuvre, c'est beau. L'émotion que je provoque au moment où je dis un mot, si je change le mot, l'émotion va changer. On peut changer un mot, une parole, un mot, une action ou une pensée. Je reviens souvent à ces trois choses-là, parce que c'est les trois portes pour changer l'émotion. L'émotion, il y a deux portes qui sont entre le conscient et l'énergie. C'est l'émotion et les sensations. Très souvent, les sensations sont liées aux émotions. Et on a la possibilité de modifier l'émotion. On modifie l'énergie en modifiant son émotion. Souvent, quand on dit « ouais, j'ai une super énergie », en fait, on dit « j'ai une super émotion ». Et c'est vrai que l'énergie, elle est bonne ou elle est juste. L'énergie, c'est quoi? C'est la fréquence d'un atome. C'est la fréquence d'énergie d'un seul atome. Un atome, il a une fréquence. Et là, il y a un plus, un moins. Pareil, on change les mots. Le plus, c'est pas positif et le moins négatif, parce que ça veut dire que c'est bien et c'est mal dans l'inconscient. Hein, le plus, il est pas... Le positif, il est bien, le négatif, il est mal. Moi, je change les mots. Le plus, c'est j'attire. Le moins, c'est je repousse. La fréquence énergétique, les vibrations du vibratoire énergétique que j'ai sur cet atome va attirer ou repousser des fréquences qui correspondent à cette fréquence intrinsèque. Si je modifie cette fréquence, je vais modifier toutes les fréquences qui vont être attirées et qui vont être repoussées. Je n'ai un contrôle que sur une chose, c'est la fréquence de mon atome. Je ne peux modifier que ça. Comment je peux modifier? En tout cas, ce que j'ai trouvé moi pour modifier la fréquence de cet atome, c'est l'émotion. Je peux le faire consciemment.
en permanence. Tout le temps. Au début, ça devient un jeu. Je joue beaucoup. Moi, je prends la vie comme un jeu en permanence. C'est un bon jeu. Parce que si on joue bien les règles, il n'y a pas de perdant. Je ne parle pas des règles de société, je parle de mes règles à moi. Celles qui me rendent heureux, celles qui font que je suis fier de moi. Être fier de soi, c'est la première notion pour le respect. Il y a deux formes de respect. Ça, je l'explique dès le CP. Il y a le respect qui est dirigé vers l'extérieur. Vers l'extérieur, il y a le respect des gens et le respect de l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. La deuxième forme de respect est dirigée vers soi. C'est la plus importante, à mes yeux, aujourd'hui. Si je me respecte moi, il sera beaucoup plus facile de respecter les autres et l'environnement. Il n'y a pas de raison que les gens me respectent si je ne le fais pas moi-même. Comme il n'y a aucune raison pour que les gens soient amis avec moi si je ne suis pas ami avec moi. Ah oui, tout est lié en fait. Si je présente quelqu'un en disant voilà, je te présente Gérard, c'est quelqu'un en qui j'ai pas confiance, c'est quelqu'un que j'aime pas, c'est quelqu'un que je respecte pas, je te conseille d'être son ami. Hein. Ça marchera pas. Hein. Mais très souvent, c'est ce qu'on fait implicitement. On se présente aux gens en disant j'ai pas confiance en moi, ou je ne m'aime pas, ou je ne me respecte pas, ou les trois. Et puis on regarde les gens et on leur demande tu veux pas être mon ami? C'est beaucoup plus difficile que quand on se présente en disant je m'aime, je me respecte et je suis fier de ce que je suis. La première notion que j'ai découverte de respect de soi, c'est pareil, il y a des vidéos qui circulent où je fais des interventions à partir du CP dans les écoles. La première notion de respect de soi, c'est être fier de ce qu'on est. Être fier de ce que je suis, être fier de ce que je fais, être fier de ce que je dis. Moi, au début, je faisais les choses pour que mes filles soient fières de moi. J'étais pas toujours dans la vérité, pas toujours dans le juste. Il arrivait un moment où, j'ai 4 filles, j'ai 12 petits-enfants, hein. Il arrivait un moment où j'ai arrêté. J'ai arrêté ça parce que ça ne me créait pas nécessairement de bonnes émotions. J'ai changé les choses en faisant les choses pour que moi je sois fier de moi. Et je me suis aperçu d'une chose, et c'est ce que je dis maintenant aux petits. Je leur pose souvent la question quand je termine mes conférences, je leur dis qui est-ce qui a envie que ses parents soient fiers de lui? Évidemment, tout le monde lève la main, moi aussi. Le premier, j'ai encore mes parents. Et j'ai découvert une chose, c'est que je veux que les gens soient fiers de moi. Il n'y a absolument qu'une seule solution. C'est que je sois fier de ce que je suis. Je ne connais pas d'autre aujourd'hui. Tout le reste, c'est des conséquences. La meilleure façon que j'ai trouvé d'être fier de moi, c'est qu'à chaque fois que j'en prends conscience que l'émotion que je vis n'est pas une émotion qui me plaît, je modifie une de ces 3 choses. Une parole, une pensée ou une action. Je vais vous donner un exemple un jour, comment on peut fonctionner. Ça s'est passé à côté de Montpellier, il y a quelques années. C'était tout au début, je faisais beaucoup d'expériences. J'étais dans une petite ville à côté de Montpellier et je devais faire un spectacle. C'était un spectacle de conte uniquement. Et avant le spectacle, c'était un grand truc, il y avait réception par la mairie, monsieur le maire, les adjoints et tout. Et je vous avoue franchement que je me faisais tellement chier que j'avais qu'une envie, c'est d'aller dans mon camion me coucher. Et au moment où je vais partir, il y a l'adjoint au maire qui arrive. « Oh, monsieur le compteur !» Putain. Et là, j'ai dit non. Et là, je me suis dit, il faut que je transforme ce moment où, franchement, je vais me faire chier comme pas possible, en un moment où je vais prendre du plaisir parce que si je pars, ça ne va pas le faire pour demain parce qu'ils ne vont pas aimer. Parce que j'étais un peu cash à l'époque.
Et là, j'avais œuvré avec un député européen déjà avant et j'ai vu un petit peu le monde du politique. Et je me suis dit, je vais faire un jeu. Je vais observer son regard et je vais écouter ce qu'il me dit. Le jeu, c'est sans jugement, simplement de constater est-ce que ce qu'il dit est en cohérence avec son regard. Essayez qu'un politicien, c'est hyper marrant. J'ai pas dit un mot. Je faisais des intérieurs, des fois j'étais explosé, donc j'avais un sourire jusque-là. Et j'ai fait ça, j'ai pas sorti un mot. À la fin, alors j'ai passé une soirée, je me suis éclaté, hein, franchement, j'étais mort de rire, j'en rigolais encore pendant des heures dans le camion après. Hein. En partant, vous allez halluciner. Il m'a tendu la main, il m'a fait « c'est un plaisir de discuter avec vous ». Tout le monde était content, et moi j'ai passé un bon moment. Vous voyez que n'importe quelle situation où a priori on se ferait chier, on peut la transformer en quelque chose avec une bonne émotion. Je disais tout à l'heure... Oh, c'est cool. Je disais tout à l'heure qu'avec l'émotion du présent, on peut modifier l'émotion d'un passé. Il y a quelques années, ce que j'ai vécu dans mon passé, je le prenais en pleine tronche. Comme je disais, à 16 ans, j'étais dans la rue, j'en paraissais 14. J'ai passé 4 ans pratiquement avec le monde de la drogue. J'ai fini en psychiatrie à 20 ans, un peu plus de 20 ans. J'ai passé quelques temps en hôpital psychiatrique pour réussir à décrocher. C'était chaud, parfois. On m'a fait des choses pas belles, j'ai subi des choses, j'ai fait aussi des choses pas belles. Aujourd'hui, je ne regrette pas une seconde de mon passé. Je ne regrette pas le mal qu'on m'a fait, mais je vais peut-être vous étonner, je ne regrette pas non plus le mal que j'ai fait. Je ne souhaite qu'une chose aux gens à qui j'ai fait du mal, c'est que le mal que je leur ai fait leur fasse autant de bien aujourd'hui que le mal qu'on m'a fait me fait du bien. Je ne peux rien faire de plus pour eux aujourd'hui. Et mon histoire, je la regarde avec un autre regard. Les contes, les conférences que j'ai écoutées a permis d'avoir un autre angle de regard. Quand on regarde son histoire, on la regarde toujours comme en 2D, là, toujours la même angle, puisque c'est le nôtre. L'émotion reste la même. Parfois, quand on regarde un film, qu'on lit un livre, qu'on va à une conférence ou qu'on observe seulement des gens dans la rue, en tout cas c'est ce que je ressens, on le regarde, notre histoire, avec un autre angle, le regard de quelqu'un d'autre. Le conte fait très bien ça, et les conférences aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'histoire de cet angle-là, qui était toujours le mien, je vais le regarder de cet angle-là. Je ne vais pas avoir la même partie de l'histoire. Je ne vais pas avoir la même émotion, elle va être moins puissante. Je vais pouvoir avoir un regard sur mon histoire qui va être avec une émotion qui est moins forte. Et au fur et à mesure, l'émotion sera de moins en moins forte, jusqu'au moment où on va pouvoir la regarder en face et pouvoir s'en servir. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ça. Des situations qui étaient très très dures au moment où on les a vécues. Quelques années après, on en discutait avec les potes et on se marre. Pourtant, ce moment, c'était pas facile. L'émotion s'est modifiée. Et ça, on peut le faire aussi consciemment. La seule chose, en tout cas, que j'ai découvert où il est possible de vivre heureux, le bonheur, c'est qu'à cet instant présent, l'émotion que je vis soit une émotion qui est juste. Une émotion juste n'est pas nécessairement une émotion qui est, positive dans le sens où les gens l'emploient. Pour moi, la tristesse est une émotion juste. Par contre, le malheur n'est pas une émotion juste. Pourquoi ? Parce que le bonheur, c'est la bonne heure. La bonne heure, c'est la bonne émotion. Une émotion qui correspond à ce que je vis à cet instant présent. Je suis tout seul, je viens d'apprendre la disparition de quelqu'un ou quelqu'un qui a eu un accident et je vais avoir une émotion qui est forte, qui n'est pas une émotion qui me plaît, mais elle est juste par rapport à la situation que je viens d'apprendre. Après, je vais dans une soirée avec des potes où c'est super joyeux, je garde cette émotion-là, c'est le malheur.
ce n'est pas une émotion qui correspond à ce que je vis. Par contre, si j'ai une émotion juste, à ce moment-là, je vais pouvoir passer une bonne soirée avec les potes. Quand je vais partir, je vais me retrouver tout seul, je vais me retrouver avec cette émotion de tristesse. Elle est juste encore à ce moment-là. Le malheur, ce que j'appelle le malheur, c'est une émotion qui ne correspond pas à l'émotion que je vis à cet instant présent. Si une émotion ne me plaît pas quand je vis, je fais en sorte de modifier quelque chose. Et très souvent, quand une émotion ne me plaît pas, ou je pars, ou je demande aux gens de partir. Si je suis chez moi. Moi, c'est ma voiture, c'est un peu à l'étroit. Je fais quelque chose pour que cette émotion, le plus souvent possible, soit une émotion qui est juste. Au départ, ça ne paraît pas évident. On se dit, mais c'est un truc de fou. Non, c'est simple. C'est d'une simplicité qui est déconcertante parce qu'on le fait depuis notre naissance en permanence. C'est simple, mais c'est pas facile. En fonction de l'histoire de chacun, c'est plus ou moins difficile. Moi, il y a une phrase qui est... c'est un livre qui est là, il faut feuilleter tout à l'heure, mais il n'est plus en vente, La route ou le sentier. La première page du livre, c'est « Le bonheur, c'est simple, mais pas toujours facile ». Et c'est sa simplicité qui le rend si difficile. J'ai pris conscience d'une chose, c'est que c'est d'une simplicité qui est déconcertante. C'est déconcertant de simplicité. Le bonheur, il est dans la simplicité. Quand vous avez une relation amoureuse, au début c'est beau, c'est simple. Et puis après, au bout d'un moment, on complique les choses. On met des roulements, on met des trucs et on devient compliqué, ça devient moins beau. Et puis un jour, on décide de passer un week-end comme ça, dans un gîte, dans la montagne, tous les deux en amoureux. Et c'est beau, parce qu'on resimplifie les choses. La situation amoureuse, la situation d'intimité, c'est exactement la même chose qu'on vit dans la vie, sauf que les émotions sont amplifiées. C'est un bon exemple pour savoir comment modifier les choses. On ne va pas réussir à les modifier sur des choses où les émotions sont très fortes au départ. Moi, j'ai commencé par des choses qui étaient très, j'allais dire très faciles. Non, parce que je pense à des situations en même temps que je vous parle. Il y a des choses, quand on se dit, on regarde, bon, tiens, je vais poser ma vigilance là-dessus, ça va se passer très très vite. Je vous assure qu'il y a des choses sur lesquelles on dit, je pose la vigilance, on croit que ça va être simple, on croit que ça va être facile, mais ça met des années avant de se modifier. Et d'autres choses qu'on regarde, on fait, non, mais ça, oh, je vais avoir un mal fou. Et en quelques jours, quelques semaines, ça disparaît. Je vous assure, c'est hallucinant. Ma fille, une fois, elle me fait la remarque, je ne l'ai pas vue pendant 6 mois. Elle m'a dit 6 mois après, elle me fait, putain, mais je te reconnais plus. Et je dis encore putain, des fois. Je te reconnais plus. En 6 mois, sur des choses sur lesquelles j'avais des réactions évidentes, ces réactions avaient disparu. Parce qu'elle m'avait fait la remarque 6 mois avant et que je posais ma vigilance que là-dessus. Avant que j'écrive des contes, avant que j'écrive quoi que ce soit, je me suis occupé d'une association pour le peuple tibétain, le soutien du peuple tibétain, en 2002, où j'ai travaillé justement, j'ai œuvré, je n'ai pas travaillé, j'étais bénévole avec un député européen, Olivier Dupuis, sur le Parti radical transnational. C'est un parti politique qui n'existe plus, qui a eu 7 élus en député européen, qui ne s'occupait uniquement de ce qui est les droits de l'homme. Bon, avec la communauté européenne, vous avez vite compris pourquoi ils ont disparu, ils s'occupaient des droits de l'homme. Dans la communauté européenne, ça ne fait pas trop bon ménage les deux en ce moment. J'ai rencontré ces Tibétains qui m'ont fait une des premières consciences que j'ai eues. J'allais voir les Tibétains, donc c'était en 2000 exactement, parce que j'ai toujours le t-shirt, ce qu'on appelait la Transalpine tibétaine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça. Il y a quelques années, il y a 17 ans maintenant, c'était une marche, une randonnée entre Nice et Genève de 49 jours, qui correspondait à l'époque aux 49 ans d'occupation du Tibet par la Chine. Moi, j'étais au centre pour handicapés. Avant, j'étais dans ma vie, j'étais accompagnateur en moyenne montagne, donc j'étais prof d'arts martiaux. J'ai arrêté toute activité du jour au lendemain, toute activité physique. Et donc, je suis allé, mes filles habitaient dans les Hautes-Alpes, et ils passaient pas loin de chez mes filles. Des Tibétains pas loin de chez mes filles. Je dis, ouais, super, on va aller voir des Tibétains, les cornets sur la tête, les mecs en robe et tout ça. Et je suis amené voir mes filles, comme j'aurais été, franchement, comme j'aurais été au zoo.
J'y allais vraiment avec cet état d'esprit-là. Ouais, le petit tibétain, c'est pas quelque chose qui me préoccupait à l'époque. Le premier jour, j'ai pas vu beaucoup de Tibétains, 2 ou 3 avec leur robe de moine, que des gens. Et j'étais assis sur une pierre avec ma fille, une de mes filles en train de discuter. Et il y a une dame qui vient me voir, elle me fait, il y a Palden Gyatso qui aimerait vous parler. Palden Gyatso, c'était un vieux moine de 66 ans qui était assis un peu plus loin tout seul, qui demandait à me parler alors que moi j'avais adressé la parole à personne. J'y vais, c'était une dame qui faisait donc traductrice, lui parlait en tibétain, et il m'a raconté son histoire. Moi j'étais au centre pour handicapés, on venait de me dire il n'y a pas très longtemps que j'allais mourir bientôt, et j'avais l'impression que j'allais me couper le bout du doigt. Par rapport à ce qu'il m'avait raconté comme histoire, il m'a raconté 33 ans. Sur ses 70 ans, il a passé 33 ans de sa vie en prison. Quand je suis revenu, j'ai pleuré toute la nuit. Je crois que jamais de ma vie j'ai pleuré autant, tellement c'était émotionnellement. Ma fille en a fait une syncope, Laetitia. Quand je suis revenu au centre pour handicapés, j'étais dans un centre en informatique. Je me suis assis un moment devant et j'ai écrit une phrase sur l'ordinateur. J'ai écrit « Des millions d'étoiles peuvent éclairer le ciel. Si elles sont séparées, elles n'éclaireront toujours que la nuit. Mais leur luminosité concentrée donnera naissance au jour. » Pareil, comme je vous disais, beaucoup de choses que j'ai écrites, j'ai pris conscience de la puissance de ce que j'ai écrit plus tard. La vigilance, c'est simplement qu'un jour, je pose ma vigilance sur ce point-là qui ne me plaît pas chez moi. Je le modifie. Ce point-là, cette petite lumière qui est là, va se développer, va se modifier. Et là, ça va être quelque chose qui me plaît. Je vais devenir la personne que j'aimerais être sur ce point-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est génial, c'est qu'il y a toute une périphérie qui va se modifier en même temps. Quand je pense que ça y est, ça, maintenant j'ai plus besoin de me concentrer là-dessus, j'ai posé ma vigilance consciemment sur ce point-là. Il va se passer la même chose. Et puis après sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces points-là vont grossir et vont se réunir. Ce point, cette forme qui était énorme, on peut le comparer à une étoile. Une étoile, c'est plein de petits points. Une étoile dans le ciel, très souvent c'est des galaxies. Il y a des milliards de petits points. Par contre, quand on recule, plus on se recule, plus ce point est petit et ce changement qu'on a effectué chez soi, on va le voir petit et ça devient un petit point qui est là. Et on continue. On pose la vigilance ici. Une seule chose à la fois. Sur une parole, une action ou une pensée. Simplement remplacer un mot par un mot plus juste. Comme j'ai l'exemple de la maison ou du chalet. Remplacer une action par une autre. Certaines choses ne plus les faire, d'autres choses se mettre à les faire. Les pensées, ça vient après, pour la plupart du temps, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à modifier. Mais quand vous pensez changer une parole, automatiquement il va y avoir une action, une pensée qui va se modifier. Si on modifie une pensée, ça modifiera la parole et l'action. Si on modifie l'action, ça modifiera la parole et la pensée. La différence avec le travail sur soi qui est linéaire, c'est qu'on peut commencer par n'importe quel des trois. Ça modifiera les deux autres. Aujourd'hui, ça fait maintenant 20 ans que je fais ça. Il y a encore plein de choses que je vais modifier chez moi, que je sais qu'il faut que je modifie si je devienne la personne que j'ai envie d'être, celle qui me plaît, être véritablement mon ami. Mais je me dis que même chez mes amis, il y a des choses parfois, je les regarde en me disant j'aurais fait autrement. Alors chez moi, je fais un petit peu pareil aujourd'hui. J'ai plus du tout de mauvaises pensées, même sur des choses que je fais qui ne me plaisent pas. Fais autrement d'elle. Même des situations
où je me serais pris la tête. J'ai passé le week-end en panne à côté d'une Netto, à côté d'une McDo. C'était pas le meilleur lieu où j'aurais pu me poser par rapport à ce que je pense. Si, il y a un avantage, c'est que c'est ouvert tout le dimanche et pour aller aux toilettes, c'était sympa. Mais bon, à part ça, il y a quelques années, parce qu'en fait j'ai une durite qui a explosé vendredi soir, samedi matin, parce que j'étais là vendredi soir, et samedi matin. Et il y a quelques temps, je me serais dit, comment je vais faire? J'arrive le week-end, oh, j'ai une date là, après il faut que j'aille là-bas. J'aurais passé une heure à déjà... la durite a explosé, la seule chose que je me suis dit, pourvu que ça soit pas le joint de culasse. J'ai appelé Max, je tape à un pote, il fait si. J'appelle le pote, il fait, bon, on a discuté, puis après il me dit, bah non, je peux pas. Bon, bah, moi, la mécanique, les doigts, comme j'appelle ça, parce que ouais, mécanique, je me suis bien niqué les doigts. Bah, il a fallu que je le fasse tout seul. Il y a quelques temps encore, franchement, ce soir, j'aurais passé une super mauvaise soirée parce que j'aurais été incapable de le faire tout seul. Pas parce que j'étais pas capable de le faire, mais parce que surtout ça m'aurait foutu tellement les boules que je me serais pas senti capable de le faire, puis ça m'aurait coûté beaucoup de cher, parce que c'est Renault qui est à côté. J'ai fait le tour du village. Aujourd'hui, ben voilà, j'ai réparé mon truc, tranquille. Pas une seule fois dans le week-end, j'ai eu une émotion qui était négative. D'ailleurs samedi soir, on a vraiment, puis merci Max pour ça, j'ai profité d'une super soirée avec des gens. Même tard. Mais il y a quelques années, ma voiture, même pas quelques années, je pense qu'il y a quelques mois, si peut-être quelques années maintenant, je serais resté dans la voiture le samedi soir avec les boules jusque-là. Et ça se construit avec le temps. Aujourd'hui, des moments où j'ai de mauvaises émotions, des émotions qui ne sont pas justes, il n'y en a plus beaucoup. Et je vais finir par une phrase que m'a dit un jour ma fille. Si vous avez des enfants, vous comprendrez ce que je veux dire. Un jour, ma fille, elle a vécu, bon, jusqu'à 14 ans, elle a vécu avec 2 parents alcooliques, moi 13 ans. Donc elle n'a pas eu une adolescence, une enfance très facile. Aujourd'hui, elle a 6 enfants, elle est toute seule avec ses 6 enfants. Et elle a subi des choses très dures. Et un jour, après une émission de radio où elle a été témoin de l'évolution de mon histoire, sur une émission de radio où elle avait été demandée de venir, et de par son histoire, comment elle a construit, je lui ai dit, tu sais, Jess, je suis super fier de ce que tu es devenu. Et elle m'a regardé avec un grand sourire. Elle m'a dit, tu sais, je n'ai fait que t'observer. Je vous souhaite qu'un jour, vous entendiez vos enfants vous dire ça. Je vous remercie.